RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission mensuelle qui détricote les préjugés et démonte les tabous. Et ce mois-ci, nous avons choisi ensemble de vous parler vie amoureuse, vie sentimentale, mais aussi vie sexuelle et santé mentale. Pour ce faire et pour m'accompagner aujourd'hui, Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul, comment ça va ? Thomas. Content de vous retrouver. Merci, c'est pareil pour moi. Avec plaisir, c'est bien quand le plaisir est partagé. Il y a Basile aussi, comment vas-tu Basile ? Bonjour, très bien, merci. Content également de te retrouver. Et pour nous accompagner, nous accueillons dans ce studio aujourd'hui Géraldine. Alors c'est bien Coff, je dis pas de bêtises. Voilà, et vous êtes donc psychologue spécialisée dans le handicap et membre de l'association Raptor Neuropsy. Et vous êtes actuellement en première année de DU en sexologie. Exactement. Je me suis pas trompé, j'ai tout bien dit. Parfait. C'est parfait. Et également avec nous Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes usagère d'Espoir 54. Oui. Et nous aurons le plaisir d'échanger sur votre témoignage aujourd'hui. Entendu. Avec plaisir. Et partagez. Vous le savez, comme chaque fois que nous démarrons cette émission, nous commençons par des questions que nous sommes allés vous poser dans la rue. Basile. Oui. Alors, première question. C'était comment voyez-vous votre vie affective ou votre relation amoureuse d'ici 5 à 10 ans ? Beaucoup de projets. Plutôt vers une relation à deux. Ouais. Je suis pas trop orienté vers la relation à trois. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de se projeter d'ici plusieurs années. Un appart à deux. Ouais, plutôt dans les normes un peu, on va dire ça. Alors moi, mon chéri, il est au Canada. Voilà. Et du coup, on projette il projette de venir s'installer en France, et puis on projette de vivre ensemble, et puis tout va bien, voilà. Au début, beaucoup de mes amis, de mes collègues me disaient, une relation à distance et tout. En plus, il y a eu le Covid et tout ça, donc et moi, ça me faisait vraiment pas peur parce que j'ai vraiment confiance en lui. Et puis, en fait, on a même l'impression qu'on est encore plus proche qu'un couple normal parce que on s'écrit vraiment tous les jours. J'en ai aucune idée. Pour le moment, je vis au jour le jour. On va prendre le temps puis on verra comment l'amour arrive. L'amour à deux qui vit ensemble, ça fait un peu peur. Donc la liberté, ça me convient pas mal, ouais. C'est une super entente dans un couple, dans tous les domaines en fait, une concordance parfaite quoi. Une vie à deux qui se construit au fur et à mesure, au fil des différents événements quoi. En termes de projet, je sais pas parce que là j'ai personne, donc aucune idée. Vraiment aucune idée. Genre en général, j'arrive pas trop à me projeter dans l'avenir, donc. J'entends beaucoup le mot projet, projeter, projet. Ouais, projet et surtout des projets entre guillemets normés par la société. Beaucoup de couples, de vie à deux, de projets à deux. Mis à part peut-être une personne, un jeune qui nous a dit qu'il avait peut-être un peu peur de perdre de la liberté. Donc on pourra questionner ça sur cette norme un peu du couple un peu basique qui vit à deux et qui a des projets à deux. Et on va revenir largement sur tout ça, la notion de normes sociales. Ce sera notamment l'un des objets qu'on va aborder tout à l'heure dans l'émission avec notre professionnel. Deuxième question que tu as posée dans la rue. Alors deuxième question, pensez-vous qu'il y a un lien entre santé mentale et vie affective et sexuelle ? Oui, franchement, oui. Et évidemment. Alors, le lien entre la santé mentale et la vie affective, je pense qu'ils sont très reliés parce que quand la santé mentale va en concordance avec notre vie sexuelle, ça facilite les choses. Évidemment, on a meilleures relations, meilleures ententes sur plusieurs choses et ça permet aussi d'éclaircir certains points peut-être dans le couple ou dans la relation. Je pense que le sexe, oui, ça a quelque chose à voir avec l'amour. Je pense qu'il n'y a pas d'amour sans sexe, même si il peut y avoir de l'amour. Mais la vie sexuelle joue quand même derrière. Je pense que oui, le sexe peut rendre heureux d'un côté. Oui et non. Ça peut aggraver ou améliorer, mais il y a une corrélation, mais il y a quand même une indépendance entre les deux. Okay. Ah oui, c'est sûr. Ça c'est sûr à 100%. Ouais. C'est important la santé mentale dans tous les domaines en fait. Et la vie affective, sexuelle. Amoureuse fait entièrement partie de tout ça quoi. Ah bah oui, tout à fait. La vie sentimentale, c'est un tout. C'est la vie sexuelle et tout. S'il y a pas de sexe, il n'y a pas de vie non plus. Pour moi. T'es d'accord avec moi ?
C'est rigolo. C'est difficile de répondre à côté de son chéri ou de sa chérie à ce genre de questions. Mais en attendant, la réponse a été donnée. Il semble qu'il y ait un lien quand même entre vie amoureuse et santé mentale, ou dans l'autre sens d'ailleurs. Ouais, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un lien. Il y a eu des essais un peu de définir un peu ce lien. Bon, c'est un peu flou pour tout le monde. Il y en a qui parlent de corrélation, d'indépendance entre les deux. On pourra le définir par la suite avec l'invité du jour, et on pourra aussi, je pense, répondre à la question que se pose le dernier interviewé, qui est de est-ce qu'il y a une vie sans sexe? Et oui, évidemment, il n'y a pas cette norme, cette pression du sexe obligatoire dans un couple. Et on reviendra vraiment sur cette notion de norme. On a bien compris que ça allait être un point important de cette émission. Une dernière question que tu as posée. Alors la dernière, c'était une petite mise en situation. Si maintenant vous commencez à fréquenter une personne qui a une pathologie psychique, est-ce que vous préférez le savoir dès le début de votre relation ou dans un second temps lorsque la relation affective sera bien installée? Alors pour moi, il y a deux approches différentes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déjà construit une relation avec cette personne, je pense pas qu'on puisse arrêter tout cela juste en fonction d'une situation handicapante, par exemple. Et même, je pense pas d'un autre côté qu'on puisse s'arrêter à un côté d'une situation handicapante de premier abord, c'est-à-dire ne pas accepter une personne parce que elle a une caractéristique différente. Moi je pense que c'est une fois qu'on a appris à connaître la personne, c'est plus elle qui compte et moins sa pathologie qui est à côté. Voilà. Après en réalité c'est sûrement différent parce que il faut vivre de la situation, mais en théorie ce serait plutôt ça. Ouais. Donc déjà pour moi le cadre d'un couple c'est vraiment aider la personne et à aller vers le haut. Donc je pense bien sûr il y aura une aide qui lui serait fournie et tout pour l'aider à vivre avec ça. Oui, voilà. Dans tout le sens du terme couple, couple c'est à deux, donc on s'entraide mutuellement et voilà, on fait avec. Eh bien non. Parce que figurez-vous que je suis malentendante. Et moi-même de mon côté, j'ai... Donc au tout début, avec mon chéri, on s'est rencontrés par un jeu, un jeu de Scrabble. Et du coup, moi je n'osais pas au début lui dire que j'étais malentendante et tout. Et un jour, quand on devait s'appeler en visio, je lui ai dit, le jour-là j'avais oublié mes oreillettes et je lui ai dit, je suis désolée, mais il faut que je te dise, je suis malentendante, je lis sur les lèvres. Et lui-même m'a dit, je l'avais vu et tout, mais ça m'a vraiment pas dérangé et tout. Tout savoir non, mais savoir que oui, il y a quelque chose comme ça dès le début de la relation, je pense que c'est bien de mettre tout à plat pour être au courant de tout. Si ça n'apporte pas de problème derrière, je suis prêt à aider, faire ce qu'il faut, tout ça. Enfin après ça dépend de la pathologie, mais... Dès le début, je pense que ce serait pas mal d'être au courant. Ouais, c'est plus simple tout ça. Il vaut mieux être prévenu, je pense, puis ça dépend de la pathologie psychiatrique aussi derrière. Mais non, vaut mieux être prévenu, je pense, avant d'éviter toute surprise quoi. Ouais. Vaut mieux être prévenu, mais en même temps, c'est difficile d'arrêter une relation parce qu'on découvre une pathologie. C'est ce qu'on entend un peu dans ce micro-trottoir. Ouais, il y en a qui se mouillent, mais pas trop, quoi. Ça dépend de la pathologie. Donc, évidemment, on a bien en tête qu'il y a des pathologies qui font plus peur que d'autres, mais par des fausses idées, bien sûr. On a déjà déconstruit dans certaines de nos émissions, notamment l'émission de janvier qui peut être retrouvée, c'est sur la schizophrénie. Et du coup, ce qu'on entend dans ce micro-trottoir, c'est quand même intéressant. Il y a quand même des beaux messages d'aide, de soutien, et quand même ce message de ça dépend des pathologies. Pourquoi? On ne sait pas, peut-être un peu de peur, de mal accompagner, de mal aider, mal aimer la personne. Voilà. Peut-être, effectivement. On entend aussi aider à aller plus haut, l'entraide, on l'a bien entendu. Et puis alors, on a souri, évidemment, le jeu du Scrabble. C'est une bonne méthode, effectivement, pour faire connaître sa pathologie. Pourquoi pas, ça peut être une astuce. Ce que je vous propose dans un petit instant, on va évidemment redérouler tout ça. Et on va revenir sur une notion qu'on a beaucoup entendue dans le micro-trottoir, cette notion de norme. On l'entend bien aujourd'hui, effectivement, on est souvent éduqué d'ailleurs dans la norme du couple, la vie à deux, la vie sexuelle qui est enfermée dans le couple. Est-ce que c'est ça la norme de la société aujourd'hui? On va en reparler dans un instant. 10h, 11h, Full Santé Mentale sur RCN, avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Depuis 10h sur RCN, nous abordons la notion de vie affective, vie sexuelle et santé mentale. Et alors on l'a entendu dans le micro-trottoir il y a quelques instants, il y a une notion qui revient très souvent, c'est la notion de norme sociale. C'est vrai qu'on le disait, on a souvent été éduqués dans une idée de couple. Finalement, c'est quoi la quête de l'âme sœur? Est-ce qu'il faut se baser sur ces normes-là et d'où ça vient?
Eh ben justement, donc c'est Platon qui avait exposé donc un certain mythe, ce mythe justement où l'être humain est rongé par le désir de trouver, son âme sœur, une union parfaite, idyllique, et parfois qui peut aussi être insatisfaisante, voire destructrice. Et donc d'où vient ce mythe-là ? Tout simplement, en fait, apparemment, nous les êtres humains, on avait une apparence physique qui était tout autre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait donc une tête avec 2 visages, avec 4 jambes et 4 bras. Et on était dans un tel idylle, une complétude incroyable, qu'en fait on aurait tout simplement oublié un petit peu de donner des offrandes et de vénérer les dieux. Et Zeus, en fait, se serait offusqué de ça et nous aurait donc séparés en deux. Et tout simplement, en fait, on aurait été en quête permanente de cet autre qu'on recherche, en fait, qu'on aurait perdu, qu'on aimerait même plus que soi-même, parfois. Et cette recherche insatiable de l'âme sœur serait en fait un petit peu la quête pour lutter contre la solitude. Donc voilà. Et ce mythe-là est aussi intéressant parce que du coup, il évoque le fait qu'il peut y avoir en fait 3 variations d'union. Donc une union homme-femme, une union homme-homme et une union femme-femme. Donc là, en fait, ça relève plusieurs points parce qu'en fait, du coup, il y aurait 2 cases, soit l'homosexualité, soit l'hétérosexualité. Et en fait, la bisexualité dans tout ça, ou la sexualité, on n'en parle pas du tout. Donc là, encore une fois, ça pointe du doigt une problématique, une orientation, en fait, de la fluidité sexuelle. Et donc ça, c'est questionnant parce qu'en fait, tout simplement, on peut pas mettre ça dans une case. Et donc c'est assez frustrant, c'est problématique qu'on peut pas mettre des idées ou des personnes dans des cases. Donc tout simplement, ce qui est intéressant en fait de relever ici, c'est que le fait de pas être dans une case et d'avoir justement cette fluidité, on nous impose, ou la société nous impose tout simplement à être dans une case et ne plus y bouger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus du tout de fluidité et limite, on est homosexuel, donc on l'est toute sa vie. On est hétérosexuel, on l'est toute sa vie. Et lorsqu'en fait on fait des coming out ou qu'on change d'orientation sexuelle au cours de la vie, ça peut poser des questions. Voilà, moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, moi j'ai été rejetée de la communauté LGBTQIA+, parce que en fait je sors avec un homme maintenant, et ça c'était une femme qui sortait avec une femme avant. Donc voilà, il y a toutes ces questions là aussi qui peuvent être relevées. Mais en fait, quelle forme prend notre sexualité lorsque nous sommes seuls ou en compagnie d'autres personnes ? Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours en couple, on peut aussi être seul. Et donc là, si on est à la quête de son âme sœur, ça veut dire qu'on est incomplet lorsqu'on est seul. Donc ça pose aussi certaines questions. Oui, est-ce que le célibat finalement c'est être hors de la norme ? Et c'est ça, c'est-à-dire que en fait, ça suggère vraiment qu'il y a une relation à deux et où les célibataires sont vraiment envisagés, enfin le célibat est vraiment envisagé comme une souffrance absolue où chacun est en quête perpétuelle de son âme sœur. Mais là encore une fois, est-ce qu'on peut pas foutre la paix un petit peu aux célibataires parce que vraiment, même pour la Saint-Valentin, c'est assez terrible. Incroyable. Puis ne dit-on pas, il vaut mieux être seul que mal accompagné parfois. Exactement. Et là, on pourra aussi en revenir par rapport à l'amour de soi. Mais voilà, essayez un petit peu de dédiaboliser en fait le célibat parce qu'en fait ça porte pas préjudice uniquement aux célibataires mais aussi aux personnes qui sont en couple parce qu'une personne qui est en couple qui en fait est malheureux dans ce couple-là, peut-être qu'il va avoir plus de mal aussi à quitter la personne parce que justement, il y a cette stigmatisation du célibat, il y a déjà des projets qui sont construits, voilà, donc il y a aussi cette notion-là à prendre en considération. Donc on parle des célibataires et on parle des relations à deux, mais en partant du principe que justement on cherche l'âme sœur, ça veut dire qu'on cherche une personne, un être unique, mais ça met aussi de côté les personnes qui aiment plusieurs personnes, donc les personnes qui sont qualifiées comme de polyamoureuses. Et donc il y a certaines personnes qui vont peut-être s'offusquer en entendant ça, polyamour, on peut aimer plusieurs personnes, comment ça et en fait, si on prend l'exemple de justement Simone de Beauvoir, elle a relationné avec Jean-Paul Sartre. Donc ça, c'était très intéressant parce que du coup, elle s'est jamais mis en ménage avec lui. Donc ça, déjà, encore une fois, on sort un petit peu du cadre de la société. Et il faut aussi savoir qu'en fait, elle a été follement amoureuse justement d'un Américain qui s'appelait Nelson Algren, avec qui elle a relationné pendant plusieurs années. Et pour les plus jeunes, voilà, on va donner la référence du film Twilight, où en fait Bella a aimé Édouard et Jacob.
Et là, mais incroyable, il fallait qu'elle prenne une décision. C'était ça le but. On ne peut pas prendre les deux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Donc voilà, elle a subi une pression incroyable. On voit son malheur, son tourment, qui est très bien scénarisé. Et donc là, encore une fois, on voit que la société, elle stigmatise donc encore beaucoup les relations amoureuses et les modes relationnels, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de binaire quelque part. Oui, c'est beaucoup le roman à l'eau de rose, c'est beaucoup Disney où la princesse attend son prince charmant. Oh bah alors là, on part encore sur d'autres débats. Mais c'est vrai qu'après ça peut poser la question, est-ce qu'on doit rester amoureux toute sa vie de la même personne? Est-ce que c'est pas normal de temps en temps aussi de tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Oui, ou peut-être aussi pouvoir s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, enfin là dans ce mythe-là, on est vraiment sur on doit s'unir à son âme sœur, on doit retrouver notre forme originelle et ne pas souffrir de la solitude. Mais peut-être qu'il y a des gens en fait qui ne souffrent pas de la solitude, et qui sont très contents de la vivre. Et on ne met pas en fait en avant dans cette société où bah voilà, je suis célibataire, je suis tranquille, peinard. Mais oui, allumer la télé comme on veut, zapper comme on veut, sans être embêté, jouer aux jeux vidéo. Je n'ai pas besoin de laver les slips sales de mon compagnon, de ma compagne. Et je mange quand je veux, comme je veux, je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai, le célibat c'est pas que mauvais. Exactement. Au contraire. Et l'objectif de tout ça, c'est pas de se façonner aussi à l'autre, parce que parfois quand on relationne avec une ou plusieurs personnes, on essaye vraiment en fait d'être l'idéal de l'autre, et en fait au point où on peut en fait complètement se perdre, et c'est ce que justement une personne du micro-trottoir disait, une concordance parfaite. Ouais. Donc c'est vraiment ce côté-là, la complétude idyllique. Mais en fait, la complétude idyllique, peut-être qu'il faut déjà la trouver en soi et pas l'attendre des autres, parce qu'effectivement en fait on est sans cesse en train d'essayer de être aimé et de chercher un complément à soi-même, mais si on arrive déjà à s'aimer soi-même, punaise, ça serait déjà pas mal. Puis est-ce qu'il faut pas s'aimer soi-même pour être aimé par quelqu'un d'autre déjà? Ah, ça c'est vaste question. On pourrait aller très loin, je vous l'ai dit, 1 heure c'est très court. Est-ce qu'on peut peut-être se donner la définition aussi de la santé sexuelle selon l'OMS? Avec plaisir. Alors, selon l'OMS, donc, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement donc l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Et la santé du coup sexuelle, elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Alors pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et droits sexuels de toutes les personnes doivent être alors respectés, protégés et réalisés. Bon, et puis la question qu'on se pose, c'est quoi l'influence de la vie affective ou de la vie sexuelle sur la santé mentale? Et là, je me tourne à nouveau vers vous, Géraldine Koff. C'est quoi cette influence? Pour reprendre un petit peu justement cette définition de la santé sexuelle qui est très complète, on est vraiment en fait sur le respect de l'autre et justement répondre aux besoins de l'autre. Et donc, la relation affective et sexuelle, elle a énormément en fait de bénéfices dans la santé mentale, parce qu'en fait, on peut avoir plus envie de prendre soin de soi. On peut en fait aussi élargir les relations sociales lorsque justement on va rencontrer la famille ou les amis de son conjoint ou de sa conjointe ou de ses partenaires. Avoir aussi un regard extérieur à soi. Donc ça, c'est aussi important, prendre du recul. Et parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas chez soi, et l'autre peut aussi nous aider à les appréhender d'une autre manière. Avoir du soutien mutuel, c'est important aussi de souligner mutuel, parce qu'en fait il faut pas non plus qu'il y a qu'une seule personne qui soutienne dans le couple ou dans les relations. Et justement, les études ont montré qu'un mariage heureux est un facteur de protection dans la santé mentale. Mais pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses bénéfiques par rapport à la santé mentale, il faut déjà en fait pouvoir s'inscrire dans une ou des relations saines. Et la relation saine, elle n'est pas toujours évidente à trouver, parce que bon, les relations toxiques, on en entend quand même régulièrement parler. Donc une relation saine, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier? Déjà en fait sur plusieurs points. Si par exemple il y a le respect du consentement. Que ce soit en fait dans les rapports sexuels ou autres, même dans la relation, il faut qu'il y ait des consentements sur plusieurs points. Une bonne communication, une communication non violente aussi, parce que parfois on peut aussi banaliser cette violence avec des insultes dans le couple, alors que non, c'est quand même c'est pas banal et c'est quelque chose qui est très violent. Le respect mutuel de soi et de l'autre,
la confiance qu'on peut apporter à son partenaire, l'égalité aussi dans le couple. Donc j'ai également ressouligné le soutien mutuel, le sentiment de sécurité, parce qu'effectivement si on se sent pas sécurisé dans là ou les relations, là ça peut être aussi problématique et émerger d'autres difficultés comme les violences conjugales ou ce genre de choses. L'honnêteté et bien évidemment l'amour, un petit peu la base de la chose. Donc par rapport à toutes ces questions-là de la santé mentale et de la vie affective et sexuelle, il faut aussi savoir que au niveau biologique, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que quand on est amoureux, quand on relationne avec une personne, quand on a un rapport sexuel avec une personne, on sécrète de la dopamine. La dopamine, par exemple, c'est vraiment ce qui va être un moteur de motivation et d'action. Donc ça, en fait, c'est super positif. Il y a aussi l'endorphine. Donc là, en fait, c'est l'hormone du plaisir. Donc quelque part, on active un petit peu notre circuit de récompense lorsque on fait des choses agréables avec la personne ou quand on a une relation sexuelle satisfaisante. Il y a également l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement. Donc ça apporte aussi beaucoup de réconfort. Et il faut savoir qu'il y a aussi une baisse de la sérotonine. Donc la sérotonine, elle sert à quoi ? Elle permet vraiment en fait d'avoir un esprit critique. Donc quand on dit l'amour rend aveugle, oui, au niveau biologique, ça s'explique. Oui, c'est pas qu'une expression en l'air du coup. Voilà, exactement. Oui, on voit que ça a un impact fort, effectivement, sur notre santé, même en général, la relation amoureuse et sexuelle, du coup. Est-ce qu'on doit, justement, si on souffre d'une pathologie, là on va revenir un petit peu sur la notion de santé mentale, est-ce qu'on doit l'annoncer et quand dans le cadre de sa relation amoureuse ? C'est une question qui a été posée dans le micro-trottoir et on l'a vu, les gens se sont pas trop mouillés globalement, ils disent si on le découvre une fois qu'on est amoureux, tant mieux, enfin on vivra, on soutiendra, ou d'autres disent non, au contraire c'est la base de l'honnêteté. C'est quand le bon moment ? Alors le bon moment, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment. Le bon moment, c'est surtout comment la personne, elle le sent. C'est surtout ça. Après, c'est cette temporalité-là, c'est vraiment quelque chose qui est difficilement conseillable entre guillemets. C'est vraiment la personne qui doit être en accord avec elle-même. Après, il y a quand même des professionnels qui soulignent l'importance d'avoir déjà un lien d'attachement avec la personne pour pouvoir exposer cette part d'intimité, parce qu'effectivement, ça fait partie de la personne, ça fait partie de son quotidien aussi. Et donc effectivement, il y a cette part-là qui est importante. Et justement, le micro-trottoir soulève bien cette temporalité. C'est-à-dire que une personne avait dit si maintenant la personne, je l'aime, je suis prête à passer outre, c'est peu importe. Mais pour pouvoir déjà avoir cette relation d'attachement, cette relation d'amour, il faut déjà se connaître un minimum. Donc c'est sûr que si au premier date on dit bonjour, je suis. Alors déjà je suis, parce qu'en fait on n'est pas uniquement sa pathologie. On a avant tout un être individuel avec sa personnalité, ses envies, ses aspirations. Et après la pathologie c'est quelque chose d'annexe. Donc après effectivement ça a un impact sur la vie, mais il faut pas se qualifier que uniquement à travers ça. Donc encore une fois, les personnes font encore comme elle veut. Si maintenant la personne souhaite le dire tout de suite, elle le dit tout de suite. Si maintenant elle souhaite attendre, elle attend. Mais c'est difficile de pouvoir conseiller par rapport à ça. D'autant qu'on parle de la pathologie, mais à quel moment on dit ma personnalité, je suis chiant. C'est vrai, c'est une question, on en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, on disait des fois, on découvre de l'autre non pas une pathologie, mais des traits de caractère qui sont durs à vivre aussi. Bien sûr. Mais après, encore une fois, on se dévoile pas entièrement au premier rendez-vous. Ça prend du temps. C'est vraiment appréhender l'autre dans sa différence, dans ses qualités, dans ses défauts, et pouvoir en fait les appréhender ensemble. Et puis voilà, ça peut se faire. Mais après, c'est encore une fois une temporalité. Et puis, est-ce que c'est pas un peu ça la relation amoureuse, se découvrir petit à petit ? Exactement. Je propose que dans un instant, on passe un peu de la théorie à la pratique avec vous, Valérie. Vous nous racontez... Valérie, je me trompe pas, c'est votre prénom, hein ? Oui, c'est bien ça. Des fois, j'ai des problèmes avec les prénoms. Valérie, dans un instant, vous nous raconterez, vous, comment ça se passe dans votre vie. Vous voulez bien ? Oui, je veux bien. Avec plaisir. En attendant, on va écouter une artiste. Alors, une artiste du coin qui s'appelle Julie. Oui. Et là, c'est vous, Géraldine, qui avez choisi ce titre. Oui, c'est ça, parce que ça rebondit bien avec justement les relations saines et les relations toxiques. Et justement, donc tout l'album parle en fait de toutes des choses toxiques qui peuvent arriver dans la vie, et notamment cette chanson sur les pervers narcissiques qui peuvent avoir une influence
vraiment conséquente sur les personnes. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Et ce matin, dans l'émission, nous vous parlons vie affective, vie sexuelle et santé mentale. On a balayé dans tous les sens la notion de normes, la notion effectivement de c'est quoi une vie amoureuse, c'est quoi une vie de couple. Et on va se tourner vers vous, Valérie. Vous êtes usagère d'Espoir 54. Et ce qui nous intéresse, c'est un peu de connaître vous, comment ça se passe dans votre vie. Vous voulez bien vous présenter déjà pour commencer ? Oui, alors je m'appelle Valérie. Alors je suis mariée depuis 23 ans. 25 ans de vie commune, j'ai 3 enfants. Et je viens à Espoir 54, ça fait 18-19 ans maintenant. Donc une vraie usagère, oui. qui a sa statue directement à l'entrée de l'association Espoir 54. Donc très bien. Et donc vous le disiez, mariée depuis 23 ans, vous souffrez d'une pathologie psychique ? Oui, tout à fait. Très bien. Et votre mari, il l'a découvert comment ça s'est passé ? Ça s'est passé quand en fait ça fait 32 ans qu'on se connaît. Avant on était des amis, donc il m'a toujours connue avec ma pathologie en fait. Donc vous avez pas eu d'annonce, comme on dit, à faire ? Non. Et alors votre vie, elle se passe comment ? Bien, sereinement en tout cas. L'amour, les enfants, tout se passe bien ? Oui. Bon, on est un peu comme tous les couples, il y a des petits heurts, des petites disputes, mais ça se passe bien. Oui, c'est une vie de couple normale. 23, c'est beau, 23 ans de mariage. Oui. 32 ans de connaissance. C'est logique qu'il y ait des disputes, finalement. Oui, c'est la vie d'un couple tout à fait normal. On peut le dire comme ça, ouais. Et du coup, vous le disiez, finalement, quelque part, votre couple, il ne vit pas autour de votre pathologie. On est d'accord ? Oui. Il vit autour de l'amour, il vit autour de la famille. Et pourtant, la maladie existe. Comment vous le vivez dans le couple ? Eh bien, en fait, mon mari, depuis leur plus jeune enfance, il a parlé à mes enfants. Il leur a dit, voilà, maman est fragile, essayez d'être gentil avec elle. Voilà. Et vous pensez qu'il n'y a que votre mari qui vous soutient, ou est-ce que vous aussi, ça vous arrive de le soutenir ? Je le soutiens également, oui, dans ces petits problèmes de santé, comme on attrape de l'âge maintenant, donc on se soutient mutuellement. Et oui, c'est intéressant, parce qu'on a l'impression que parce qu'on a une maladie psychique, on doit plus se soutenir, mais finalement, une grippe, on a besoin de se soutenir aussi. Bien sûr. Là, je me tourne vers vous, Géraldine Gokoff. Quelque part, la maladie psychique, c'est ni plus ni moins qu'un ingrédient du couple et de la relation. Exactement. Après, je pense que... mais là, du coup, vous allez pouvoir nous dire comment vous vivez les choses par rapport à ça. Le fait de bien se connaître soi-même, c'est important. Et de bien connaître la maladie. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez peut-être aussi appris beaucoup de choses sur votre trouble à votre mari, peut-être, où il connaissait déjà, en fait, la pathologie. Il connaissait déjà la pathologie. Il avait le cas dans sa famille de quelqu'un qui souffrait de cette même pathologie. Ah, d'accord, ok. C'est pas le cas de tout le monde, vous avez eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu énormément de chance, oui. Parce qu'effectivement, dans un couple, si maintenant il y a une pathologie ou un handicap, il y a aussi tout cet aspect psycho-éducatif à faire, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation. On a pu l'entendre dans le micro-trottoir, où en fait on a des représentations très encore binaires, d'aller dans des cases et tout ça. Et donc il y a un petit peu déstigmatiser les choses et rassurer l'autre par rapport à ça, parce qu'effectivement, si maintenant la personne elle maîtrise sa pathologie, son handicap, ses difficultés, ça peut aussi rassurer son partenaire, discuter sur les plans d'action en cas de crise, et soutenir, être soutenu aussi, comme vous le dites. C'est important d'être soutenu. Et oui. Il manque un micro, pardon, c'est celui-ci. C'est ce que vous disiez aussi, et ce qu'on entendait dans le micro-trottoir, c'est la communication, elle est importante dans le couple, en général, et dans le cadre de la maladie. Et vous disiez que vous communiquez beaucoup avec votre mari, et c'est ce qui vous aide aussi depuis 25 ans. En fait, il y a 2 choses qui m'aident énormément depuis 25 ans. Il y a d'abord mon mari, puis mes enfants. Et la deuxième chose, c'est l'association dont je fais partie. Ils sont beaucoup à l'écoute également. Donc, c'est un tout, c'est les 2 qui m'aident à mener ma vie, quoi. Oui, la communication, c'est important. Est-ce que quelque part dans un couple, quand arrive une pathologie, qu'elle soit psychique d'ailleurs ou une pathologie physique, est-ce que quelque part le couple ne doit pas le porter ensemble ? Ah si, je pense, oui.
Alors justement, il y a des études très intéressantes sur le sujet. Donc c'est donc des couples. Donc souvent, l'étude a été faite auprès de couples hommes-femmes. Et donc quand l'homme, se trouvait pendant la relation, par exemple en situation de handicap, donc la femme restait plus souvent que si c'était l'inverse. Donc là, on voit bien en fait que il y a aussi cette notion de genre qui influence sur la perception des choses, le soutien qu'on peut avoir aussi. Donc là, c'est encore un lourd débat, mais effectivement, enfin, tous les changements de la vie vont avoir une influence sur le couple, et que ce soit en fait une pathologie, mais que ce soit un déménagement, que ce soit une grossesse, que ce soit la perte d'un proche, toutes ces choses-là, c'est évident que le couple peut être un rempart, mais peut être aussi une difficulté à certains moments. C'est aussi là d'ailleurs que les couples peuvent se défaire. Parfois, quand on croise la difficulté et qu'on se rend compte que finalement on la porte seule ou séparément. Exactement. Vous aviez, je crois, Valérie, un message que vous vouliez communiquer sur votre vie de couple aussi. Vous vouliez finir par un petit mot, je crois. Non, je dis une bêtise. Oui. Non, je dis pas de voulais bêtises. dire que ce n'est pas parce que l'on est confronté à la maladie psychique que l'on ne peut pas connaître l'amour. Il faut toujours garder espoir. Exactement. En fait, on peut toujours croiser l'amour où qu'on soit, qui qu'on soit. Oui. C'est ça qu'on peut se dire. Dans un instant, on continue de discuter tous ensemble sur le sujet, vous voulez bien ? Et on va continuer maintenant à parler effectivement santé mentale et vie affective et sexuelle. On a parlé des troubles psychiques qui peuvent arriver. D'ailleurs, il n'y a pas que les troubles psychiques et des fois on est soigné par des médicaments. C'est quoi l'impact de la médication sur finalement sur la vie sexuelle et amoureuse ? Ça peut en avoir ou pas, Géraldine Koff ? Oui, du coup, ça dépend encore une fois des traitements, mais il peut y avoir justement un effet sur les hormones, sur la libido, sur l'humeur aussi. Donc c'est vrai qu'il est vraiment essentiel de pouvoir être vigilant par rapport aux effets secondaires de certains traitements et de pouvoir les connaître, parce que parfois certaines personnes peuvent être dans un parcours médicamenteux et ne pas du tout connaître les effets secondaires du médicament. Et ils peuvent aller consulter en disant j'ai des troubles de l'érection, mais si maintenant c'est le médicament qui crée ça, il faut pouvoir réajuster ce traitement quand c'est possible. Et là encore une fois, les pharmaciens sont d'un grand secours. C'est-à-dire que eux normalement peuvent conseiller justement le patient, et il y a certains pharmaciens qui sont également formés à la sexologie. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des consultations de sexologues et pouvoir réajuster le traitement si nécessaire. Oui, donc effectivement, ça peut avoir un impact physiquement, mais aussi même moralement dans le couple. J'entends par là la baisse de libido, vous en parliez il y a quelques instants. Ça peut être aussi mal perçu par le conjoint. Bien sûr, parce qu'ils peuvent se remettre en question. Ils peuvent se dire, c'est moi le problème, elle me désire plus. Donc là, il y a aussi une grande culpabilité qui peut être ajoutée à l'autre, qui n'a plus de désir, mais pour autant, c'est pas forcément une question d'amour ou de désir. C'est juste qu'en fait, au niveau biologique, il y a plus les choses qui se font, qui est délétère par rapport justement au traitement qui a été pris. Donc encore une fois, là, le pharmacien, et si en plus il est formé en sexologie, du coup peut vraiment accompagner le patient, qui peut aussi tout simplement quand on parlait de communication, pouvoir communiquer toutes ces choses dans le couple pour justement limiter un petit peu l'impact et la fabulation qu'il peut y avoir sur elle va me tromper, je ne suis pas assez performant. Il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est la grande question. Après, des pharmaciens formés, il n'y en a pas beaucoup non plus. J'ai encore rarement entendu un pharmacien me dire, tenez, je vous donne votre boîte de médicaments, attention, ferez-moi l'amour. Déjà, si le pharmacien fait ça devant tout le monde, c'est oui, pas ça peut être un peu éthique. gênant, oui, c'est ça. Mais qui vous dit que je fais l'amour d'abord? Voilà, c'est-à-dire que chaque pharmacien peut avoir une formation complémentaire. Et si maintenant ce pharmacien-là a cette formation en sexologie,
il va justement accompagner le patient, mais dans une salle à part. C'est-à-dire que ça va pas se faire dans la boutique. Enfin, parce que là, ça serait problématique quand même. Enfin, déjà que la sexualité est tabou, alors si en plus maintenant il y a tout un auditoire. Bah, ça dépend, cela dit, hein. Si on aime le faire savoir, il y a des gens qui aiment ça quelque part. Bien sûr, mais bon, après, si on commence à parler un petit peu de troubles érectiles, ce genre de choses, déjà en parler, c'est une chose, mais alors s'il y a tout un public, ça, c'en est une autre. C'est sûr qu'il est plus facile d'acheter des préservatifs que d'acheter des médicaments qui vont provoquer des troubles érectiles. Et encore, des fois, c'est un peu difficile. Mais cela dit, ça amène la question quand même, parce que justement, finalement, on fait un peu le lien dans tout ça. La place de la vie sexuelle dans la vie affective. Elle est importante parce qu'a priori on se dit, on l'a dit, si demain je prends un médicament qui fait que j'ai moins envie de faire l'amour, globalement, mon conjoint peut penser que c'est que ça va plus dans le couple. Donc la place de la vie sexuelle, elle est très importante dans la vie amoureuse et affective. Alors tout dépend en fait, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, chaque personne est unique, chaque personne est différente et chaque relation est différente. Par exemple, il y a des personnes qui n'éprouvent pas du tout de désir sexuel. On peut les qualifier d'asexuelles. Et pourtant, elles peuvent très bien être polyamoureuses, c'est-à-dire aimer plusieurs personnes. Elles peuvent très bien en fait relationner avec certaines personnes sans forcément avoir de la sexualité. Elles peuvent relationner et avoir de temps en temps de la sexualité. Tout dépend en fait. C'est encore une fois. Il faut un petit peu sortir des sentiers battus et des représentations qu'on peut avoir en fait du couple et des relations sexuelles. Mais ces représentations, elles sont quand même en plus vraiment clairement rabâchées dans la presse, parce qu'on lit beaucoup par exemple de choses sur la place de la sexualité dans le couple. Oui, si vous prenez n'importe quelle revue, il y a des chroniques sexologie, c'est souvent très enfermant quand même. Le problème, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est très consumérisme. C'est très, enfin voilà, dans les médias, ce genre de choses, le sexe se fait vendre. Si maintenant vous avez un corps un petit peu nu ou dévoilé, bon, je veux dire, c'est quand même plus vendeur que si maintenant la personne est complètement habillée, c'est malheureux. Mais encore une fois, ça c'est la société qui est actuelle, et il y a encore beaucoup de choses à faire pour déstigmatiser les choses et puis rendre les choses un petit peu plus souples. Bon, et puis on parlait de la relation amoureuse, c'est quelque chose qui évolue aussi dans la vie. Il n'y a pas que la pathologie qui fait évoluer une relation de couple. L'avancée en âge, par exemple, c'est vrai que chez une femme, il y a la ménopause, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en considération aussi dans l'évolution de la vie de couple et de la vie amoureuse. Bien sûr. Alors du coup, il y a la ménopause pour les femmes, il y a l'andropause pour les hommes, parce que c'est vrai que l'andropause, on n'en parle pas assez souvent. On peut peut-être réexpliquer ce qu'est l'andropause ? Eh ben, c'est comme la ménopause, mais pour les hommes. Voilà, vous voyez, moi par exemple, je connaissais assez peu cette notion-là chez les hommes. Des effets, des conséquences. Ouais. Alors, du coup, je n'ai pas encore assez bien appris mes cours de sexologie. J'ai eu le cours, justement, il y a peut-être 1 ou 2 mois, et j'ai pas repris. Mais en fait, il y a vraiment aussi des conséquences il peut y avoir des conséquences sur la libido, sur tout ce qui va être érection pour les hommes. Il peut aussi y avoir des conséquences par rapport à la sécheresse vaginale pour les femmes, des douleurs, ce genre de choses. Puis aussi toute la question du désir qui est importante à prendre en considération. Et puis on peut aussi pendant la ménopause avoir des traitements pour justement essayer d'atténuer un petit peu les symptômes. Et justement, je voulais un petit peu évoquer ça aujourd'hui pour tous les auditeurs qui nous écoutent. En fait, il y a une application qui s'appelle Pilmix, et en fait, vous tapez sur le site le nom en fait du traitement, et vous voyez tous les effets secondaires, et notamment les effets secondaires par rapport à la sexualité. Et donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de médicaments qui influent justement sur l'humeur et sur tout ce qui va être libido ou douleur, sécheresse vaginale, troubles érectiles. Donc ça peut aussi rassurer certaines personnes et avoir l'information sans forcément passer par un professionnel, parce que faire la démarche d'aller voir un professionnel pour ces questions-là, c'est pas toujours évident aussi. Donc Pilmix, oui, l'application à aller voir effectivement. Alors c'est pas sur téléphone, il faut vraiment aller sur internet. Sur internet, mais c'est vraiment très très riche. Mais en gros, si je comprends bien, quand on évite de se lire le petit document là qui est dans la boîte de médicaments, là vous conseillez de le faire quand même finalement. Alors la petite notice Alors du coup, Pilmix c'est bien parce que c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que vraiment c'est vraiment accessible pour tous, alors que la notice elle est pas toujours accessible pour tous. Puis parfois elle est très flippante la notice. Épelez le nom. Alors Pilmix.
PILMIX. Donc PILMIX, là vous allez non pas sur les applications mobiles, on est bien d'accord, mais sur internet directement, et vous tapez le nom du médicament et vous aurez tous les effets indésirables, c'est ça? C'est ça, et c'est aussi bien pour les personnes, les usagers, que pour les professionnels. Et les professionnels peuvent, il me semble, avoir un compte et justement avoir des alternatives d'autres traitements. Donc ça peut aussi accompagner les professionnels s'ils se posent des questions. Ce traitement-là ne convient pas à mon patient pour telle ou telle raison. Il peut y avoir cette alternative-là. Revenons un tout petit peu sur la notion de normes. Vous parliez tout à l'heure de polyamoureux, par exemple. C'est un mot qu'on entend un petit peu, qui arrive un petit peu. Globalement, on a quand même l'impression que, moi, c'est mon impression. Je vous la livre telle quelle. J'ai parfois l'impression qu'à force de mettre des termes, on remet finalement encore des nouvelles cases et qu'on renferme un peu les gens. Est-ce qu'il n'y a pas ce moment où il faudrait peut-être tout simplement accepter la différence, tout simplement? Je suis complètement d'accord avec vous. Si en fait on pouvait tout simplement se foutre la paix, encore une fois, sur toutes ces étiquettes, ces cases, et juste en fait vivre les choses de manière fluide et comme on les sent. Parce qu'encore une fois, si on se met dans cette case-là et que un jour on choisit en fait tout simplement de se mettre dans une relation de couple unique alors que on vit le polyamour, encore une fois, il faut tout expliquer pour se dire on peut aimer plusieurs personnes, mais on se met quand même en relation avec une seule personne ou plusieurs. Enfin, tout de suite ça fait des débats énormes. Et oui, il faut l'expliquer aux amis, à la famille, c'est toujours très compliqué. Ah bah oui, exactement. Puis l'impact de la famille aussi sur la relation amoureuse et même parfois sexuelle, c'est pas toujours simple. Bien sûr, à accepter la différence de son enfant ou de la personne qui est proche de nous. Encore une fois, c'est une question de tolérance. Et là, bien au-delà en fait de l'orientation sexuelle, de son identité de genre ou de la relation qu'on souhaite entretenir avec les autres. C'est vraiment tolérer l'autre dans sa différence. Et là, en fait, on est sur tout ce qui, toutes les personnes qui ont un trouble psychique, des personnes qui sont en situation de handicap. Tout ça, en fait, ça fait partie de la tolérance et de la diversité de l'être humain. Et c'est ça qui est fabuleux. Mais c'est dommage de devoir mettre des étiquettes pour expliquer tout ça. Et puis quelque part, qui peut dire moi je suis normal? Je pense peu de gens. Qu'est-ce que la normalité? Et voilà, c'est ça. Qui peut dire moi je suis la personne normale, tout va bien, il y a rien de différent. Enfin voilà, c'est pour ça que finalement ce sont les différences qui font la richesse de notre vie et de l'humain et de la société. Merci Géraldine Koff pour tout ce qu'on vient d'aborder, notamment sur la médication. Je rappelle, PILMIX, vous allez sur internet et vous aurez les effets indésirables. Ça peut être bien d'en parler en couple de temps en temps pour se dire attention, je pense médicament, c'est pas que je te désire plus, mais c'est le médicament. Exactement. Mais ça, on rigole, ça nous est déjà tous arrivé. L'importance de moi, la ça m'est déjà arrivé, communication. en tout cas. Je vous dis la communication. Et on le disait avec Valérie il y a quelques instants, la communication dans le couple, finalement, en tout cas dans la relation amoureuse, plutôt, pour être plus large, c'est vachement important. Merci à vous. Je vous propose qu'on termine cette émission peut-être en parlant d'une actualité. Et là, je me tourne vers vous, Marie-Paul Pirel. C'est une actualité dont vous vouliez nous parler. Dites-nous, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre qui s'intitule La Matte. Et je voudrais vous montrer la très belle affiche. Qu'on voit là, effectivement. Alors, voilà. attendez, je vais vous la mettre. On va remettre la caméra sur vous. Qui a été réalisée par un artiste nancéien et international, Daniel Mestanza, qui a eu la grande générosité de réaliser l'affiche pour nous. La Matte sera jouée à la salle Rographe le samedi 26 mars à 20h. C'est le 26 mars parce que quelques jours plus tard, le 30 mars, a lieu la journée mondiale des troubles bipolaires. Et ce spectacle-là ne porte pas sur les troubles bipolaires, mais parmi les personnages évoqués, il y a le personnage du père qui souffre de troubles bipolaires. Voilà. Et donc, à la suite de la pièce qui dure 1 heure, nous aurons une table ronde avec des spécialistes de la santé mentale pour évoquer la question. Je vous propose de montrer l'affiche à cette caméra qui est là, celle devant moi. Voilà, très bien, comme ça on la voit en même temps. Donc on voit sur l'affiche une dame suivie de petits poussins, de petits canards. En fait, la Matte, ça veut dire la mère, et c'est l'histoire d'une famille nombreuse où il y avait 13 enfants. C'est l'histoire de l'auteur elle-même, l'artiste Flore Lefebvre-Desnoëttes, a raconté dans une trilogie l'histoire de sa famille et qui a été déterminée aussi par le fait que son père étant bipolaire ne pouvait pas toujours aider son épouse dans la vie de la famille. Et donc, je vais vous lire ce que dit Flore. C'est l'histoire d'une famille nombreuse dans les années 60, un père médecin militaire, pour le moins bipolaire, et une mère polyamoureuse. Ah bah voilà. Prolifique, réglant parfois les problèmes d'argent avec une remarquable désinvolture. Flore Lefebvre-Desnoëttes raconte son enfance, les rires, les pleurs, les jeux,
la maison au bord de la mer et la douceur pastel de la grand-mère. Un récit qui prend la forme géante d'un conte. Voilà, et c'est un spectacle vraiment jubilatoire. Du reste, c'est le sous-titre de notre affiche. Une histoire personnelle et universelle, jubilatoire et émouvante. Ce sera vraiment un spectacle très, très agréable. On rappelle la date, le lieu du spectacle. Le samedi 26 mars à 20h, tapons. Ouverture à 19h30. Salle Rographe, 13 rue des Ponts à Nancy. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci Géraldine Koff. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialisé dans le handicap et membre de l'association Raptor Neuropsy. Et vous êtes actuellement en première année de DU en sexologie. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir éclairés sur finalement la vie sentimentale et sexuelle. Merci à vous pour votre invitation. Avec grand plaisir. Merci Valérie pour votre témoignage qui nous a permis de bien comprendre que finalement, il n'y a pas de vie de couple idéal, chacun a sa vie de couple, chacun a sa vie amoureuse et c'est ça qui est beau, quel que soit ce qu'on traverse dans la vie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marie-Paul, Basile, à très bientôt. On se retrouve dans un mois pour une prochaine émission. On sait déjà la thématique ? Oui. Les troubles bipolaires. Nous parlerons troubles bipolaires dans un mois. Merci à toutes et à tous. Passez une très belle journée sur RCN. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org